Et je suis heureux d'accueillir pour ce Zoom le général Didier Tauzin. Bonjour mon général. Bonjour monsieur Marcel Bitt. Vous vous présentez comme un soldat, mais aussi un homme politique. En qualité d'homme politique, quand vous avez quitté à l'issue des élections présidentielles et législatives en 2017, vous avez quitté sur un échec. Comment vous avez vécu cela? Un échec très relatif, cher ami. Très relatif, parce que c'était une première présentation. Je me suis engagé en politique en 2013. Et en fait, ça a débouché en janvier 2015. C'était la première fois, n'est-ce pas? Et j'ai quand même eu 550 promesses de parrainage, ce qui est tout à fait exceptionnel dans des cas comme celui-ci. Certes, je n'ai eu que 84 parrainages, ce qui laisse d'ailleurs à penser, parce que 550, 84, ça fait une énorme différence. Bien sûr, il y a des gens qui ne savent pas tenir leur parole, mais en règle générale, les élus, les maires ruraux, c'était essentiellement des maires ruraux qui m'avaient promis leur parrainage, sont des gens qui tiennent leur parole. Donc, d'ailleurs, je sais que beaucoup d'entre eux ont eu des pressions pour ne pas me parrainer. J'ai même des preuves, n'est-ce pas? Oui, c'est un échec, mais en même temps, d'abord très instructif pour moi-même, et ça m'a ouvert une route parce que je peux difficilement me déplacer dans une ville sans que quelqu'un me reconnaisse. Je n'en tire aucune gloriole, ça n'a aucun intérêt. Mais simplement, cette campagne qui a été faite par mes équipes a été productive. Nous avons quand même fait 250 réunions publiques, 250 vidéos. Bien sûr, à part TV Liberté, j'ai eu très peu de plateaux télé. Bon, vous êtes sorti de cette réserve. Aujourd'hui, vous êtes à nos côtés. En décembre dernier, d'ailleurs, vous avez évoqué la révolte des Gilets jaunes. Quel est votre regard sur cette crise? En un mot, est-ce que vous êtes, vous, Gilets jaunes? Alors attendez, avant de parler des Gilets jaunes, si vous permettez, je voudrais apporter une précision sur un autre point. Au mois de janvier, j'ai reçu une lettre de menace d'un membre éminent du ministère de la Défense, me reprochant d'outrepasser mon devoir de réserve, de dire des choses hors de mes compétences, etc. Alors je veux quand même préciser une chose. Je ne suis pas un général d'active. Je ne suis même pas en réserve, je suis en retraite. Première chose. Deuxièmement, je suis engagé en politique depuis 2013. Ça devrait se savoir. Mais mes propos doivent gêner quelques-uns parce que c'est la deuxième fois, voyez-vous, en 3 ans, que je reçois une lettre de menace comme celle-ci. La première, c'était juste quelques temps après que j'ai annoncé ma candidature à la présidentielle 2017. J'ai reçu une lettre de menace. J'en ai pas tenu compte, j'ai continué. Bien. J'ajouterai, voyez-vous, que j'ai fait 30 opérations extérieures. Je me suis fait tirer dessus pour la France. Je crois que ça me donne un peu le droit de m'exprimer. En plus, j'ai ramené des gamins de 20 ans entre 4 planches pour des opérations, tués dans des opérations dont les buts politiques n'étaient vraiment pas évidents, voyez-vous, même pour nous. Et pour leur mémoire, je dois m'engager, surtout aujourd'hui que la France est en péril. J'ajouterai pour finir sur ce sujet que, voyez-vous, il me semble que l'équilibre de notre nation, en particulier dans les moments les plus difficiles, sa survie, sa sécurité extérieure, son équilibre intérieur, dépendent en fait de deux éléments, le politique et le soldat. Quand le soldat ne fait pas son boulot, le politique le remet au pas et il a raison, c'est son devoir. Mais quand le politique ne fait pas son boulot, qui va le remettre au pas? Il n'y a plus qu'une seule solution, c'est la révolte populaire. Donc je crois qu'il est excellent que des officiers généraux, des officiers en retraite de préférence, s'engagent en politique, et je les y invite, s'engagent en politique pour qu'on n'aille pas éventuellement au bain de sang. D'ailleurs, j'en profite pour inviter les officiers en retraite et tous les militaires en retraite à me rejoindre dans notre association politique Rebâtir la France, non pas pour faire une force pour prendre le pouvoir, c'est ridicule, non, mais une force politique, au contraire, pour ramener les choses à la raison et redonner à la France un avenir sur de bonnes bases. Bon, vous êtes largement d'accord avec le mouvement des Gilets jaunes, retour à ces Gilets jaunes. Eh bien, voyez-vous, retour aux Gilets jaunes, oui, c'est pour ça que vous m'avez invité. Voyez-vous, bien sûr, il y a des casseurs qui s'affulent d'un gilet jaune, dont je ne suis pas certain d'ailleurs qu'ils soient des gilets jaunes, mais aussi, il est certain que dans ces genres de manifestations, il y a toujours des gens qui en profitent pour voler. Oh, d'accord. Ça, c'est l'humanité. Mais qu'est-ce qu'il y a profondément derrière cette révolte des Gilets jaunes? C'est une révolte de l'homme contre l'esclavage.
C'est une révolte des personnes humaines qui en ont assez d'être considérés tout au long de leur vie comme des producteurs, consommateurs, avant de devenir de futurs vieux cons gêneurs, tout juste bons pour l'euthanasie parce qu'ils coûtent trop cher. Voilà, c'est ça qu'il y a derrière la révolte des Gilets jaunes, et c'est sain, très sain. Donc, de ce point de vue-là, je suis, oui, avec les Gilets jaunes, pas avec les casseurs. Et tous les Gilets jaunes que je connais, je ne cesse de leur demander de se désolidariser des casseurs, de continuer dans la paix, parce que les risques sont énormes. Et là, quand je vous parlais des risques, vous avez mis en garde les Français, là aussi encore dès décembre, contre un risque de guerre civile. Et vous avez même ajouté, en tant que soldat, moi je sais de quoi je parle, j'ai connu 4 guerres civiles. Oui, j'ai connu 4 guerres. Et cette idée de guerre civile, vous pensez que c'est quelque chose de possible? Je pense que c'est aujourd'hui un scénario possible, tout à fait possible. Quand on voit comment le gouvernement, M. Castaner en particulier, traite l'affaire des Gilets jaunes. Écoutez, hier j'étais avec un ami avocat qui m'a appris qu'il y a 3500 procès en cours contre des Gilets jaunes. 3500. Dont très 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 peu contre les membres des Black Blocs. Très peu. En fait, si vous voulez, les Gilets jaunes, c'est le peuple de France. Les Black Blocs, on les connaît maintenant. Ce sont des gens dont beaucoup sont des étrangers. Leur composition sociale, c'est surtout des fils à papa, hein, des gens, des étudiants, des fils de ministres, de hauts fonctionnaires, etc. C'est terrible de dire cela. Hein. Eh bien, ceux-là ne sont à peine inquiétés. C'est exactement comme si on préservait ces gens-là parce qu'ils font partie de la caste, la même caste que M. Castaner, etc., et on s'attaque au peuple. C'est inadmissible. C'est inadmissible. Et cet avocat, qui, s'il vous plaît, a une particule, me disait, mais c'est odieux, c'est une détestation du peuple. On ne peut pas gouverner la France sans aimer le peuple de France. C'est vrai. Autre point, si vous voulez. Au contraire de ça, dans les banlieues, qui les forces de l'ordre vont-elles arrêter? Mais d'abord les caïds. On laisse le menu fretin, on laisse la piétaille, on s'attaque aux caïds. Mais c'est ça qu'il faudrait faire. Qui sont les vrais fauteurs de troubles dans ces manifestations? Les Black Blocs et autres casseurs. Pas les Gilets jaunes. Alors bien sûr, puisque maintenant le gouvernement amalgame tout le monde, et bien il y a, parmi les Gilets jaunes, il y a bien sûr des mouvements d'humeur. La haine monte dans notre pays. Et je dis que, malheureusement, notre gouvernement en est largement responsable. Qu'est-ce que vous dites à ceux qui affirment quand même que seule la violence, et tant pis si elle est commise par les fauteurs de troubles, comme vous les appelez, c'est un moyen de se faire entendre? Écoutez, malheureusement, c'est un moyen de se faire entendre, mais pourquoi aujourd'hui la violence est-elle un moyen de se faire entendre? Parce que toute notre vie sociale, sociétale et politique a été construite sur le rapport de force. Monsieur le sénateur Michel, qui n'est plus sénateur, le disait en 2013 au moment de la manif pour tous. La loi est le résultat d'un rapport de force. Comment dire que la loi est la loi du plus fort? Du plus fort? Parce que dans un rapport de force, c'est toujours le plus fort qui gagne contre le plus faible, le plus riche contre le moins riche, etc. On est gouverné par le rapport de force. Inévitablement, ça débouche sur la violence. Parce qu'à un moment ou à un autre, le faible, le pauvre, il ne peut plus supporter d'être en permanence rabaissé par ceux qui sont plus forts et plus riches. Ce n'est pas humain, donc il se révolte. Il n'a plus que la violence. Alors je ne suis pas du tout favorable à la violence. Pas du tout. Je ne cesse de leur dire, il vaut mieux que vous fassiez taper dessus plutôt que vous de décharner la violence. Vous savez ce qu'ils vous répondent? Ils vous répondent qu'à cette violence-là, ils répondent parce qu'il y a une violence du gouvernement, une violence sociale, qu'il y a aussi des violences policières qui ont été ordonnées, qui sont quand même nombreuses. Est-ce que vous considérez que la police a outrepassé ses droits souvent sur ordre? Écoutez, j'ai rencontré des policiers ces derniers temps. D'abord, ils sont fatigués, très fatigués. Deuxièmement, je ne trahirai aucun secret en disant que il y a parmi eux le même pourcentage de gens favorables aux revendications des Gilets jaunes que dans le reste de la population. Troisièmement, ils sont inquiets parce que maintenant, ils ne s'occupent plus du tout des banlieues. Et puis, ils me disent recevoir des ordres un peu étonnants. Alors bien sûr, le policier, comme le militaire, d'après son engagement, il doit
obéir. Il y a des limites. J'ai désobéi 2 fois dans ma vie militaire en opération. Il y a des Quand? À quel moment? Au Rwanda en particulier. Il y a des limites, mais elles sont très difficiles à appréhender, ces limites. Très difficiles à appréhender. Et donc, moi, je comprends que ce qu'ils font, mais ils reçoivent souvent des ordres qui sont tout à fait étonnants. Et puis, notre gouvernement, encore une fois, regardez la semaine dernière, le 16 mars, ça a chauffé, comme on dit, avec l'incendie du Fouquet's, justement. Eh bien, pendant cette affaire-là, Monsieur le Président de la République était au ski, Monsieur le ministre de l'Intérieur était en boîte de nuit, et comme ça n'a pas bien fonctionné, eh bien, on a viré le préfet. Moi, je serais dans le corps préfectoral, je ne serais pas très heureux. Je me demande quelle ambiance règne aujourd'hui dans le corps préfectoral. Donc, il n'y a pas que le gilet jaune. En fait, de plus en plus l'impression d'être en présence d'une caste qui veut tout verrouiller, hein, qui veut régner. On est en voie de tyrannie, d'oligarchie, hein, avant de passer au totalitarisme. C'est bien pire. Et voilà ce que je peux en dire pour l'instant, oui. Alors, il y a une autre question qui se pose, bien évidemment. Samedi dernier, on a vu la mobilisation de l'armée dans la gestion, pour l'instant la sécurisation des bâtiments publics. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée? Jusqu'où doit-on faire intervenir l'armée dans le cadre de ce qui apparaît comme une insurrection, quelquefois, du point de vue du gouvernement? D'abord, on n'est pas en insurrection. On est en maintien de l'ordre. Le métier de l'armée, ce n'est pas le maintien de l'ordre. Le gouvernement, en faisant appel à l'armée pour du maintien de l'ordre, commet une faute politique et une faute contre la nation. Il va comment dire, briser ou abîmer le lien entre l'armée et la nation, qui est très fort désormais, qui est très fort et qui est très précieux. Qui est très précieux. Il ne faut jamais oublier que le soldat, c'est la nation en armes. L'armée, c'est la nation qui va combattre pour la nation. C'est pas pour le gouvernement d'abord. C'est aux ordres du gouvernement qui devraient être au service. Général. Il s'agit de sécuriser les lieux publics. Oui, d'accord. Les bâtiments publics, attendez, ça a été déjà fait en 2016. Ça a déjà été fait lors de l'euro. Si d'abord on cassait les Black Blocs, ça pourrait aller. Il faudrait d'abord mettre les Black Blocs hors d'état de nuire. Qu'est-ce qui peut se passer là? C'est que des Black Blocs attaquent les lieux publics et les militaires qui ne sont pas formés au gouvernement, au maintien de l'ordre, qu'est-ce qu'ils vont faire? Au bout du compte, ils vont peut-être tirer. Je suis vraiment très malheureux pour mes camarades militaires aujourd'hui. Et je ne suis pas du tout d'accord avec cette décision. Ceci étant... Est-ce que l'opération Sentinelle n'amenait pas, de fait, là, le retour de l'armée française sur le sol national pour des opérations nationales? À titre personnel, je ne suis pas favorable à l'opération Sentinelle. Elle a très peu de résultats contre le terrorisme, très peu. Par contre, bien sûr, elle sécurise les rues contre la petite délinquance, les vols, etc. Ça, oui, mais ce n'est pas le rôle de l'armée. Il n'y a qu'à augmenter les effectifs de police et de gendarmerie. On n'a pas cessé depuis des décennies de diminuer les budgets, diminuer les effectifs tant de l'armée que de la police et de la gendarmerie. Voilà où on en est aujourd'hui. Hein? Donc, non, je ne suis pas non plus favorable à l'opération Sentinelle. Donc pour vous, la seule armée possible en France, c'est la gendarmerie? Non, ce n'est pas une seule armée. Ça, c'est pour la sécurité, bien sûr. Pour le maintien de l'ordre, pour la sécurité intérieure, l'armée doit intervenir, mais vraiment en cas extrême. Et même, franchement, depuis combien de temps l'armée n'est-elle pas intervenue dans ce cadre-là, maintien de l'ordre? 1947, les grèves dans les mines du Nord. 1940, c'était juste après la guerre. Tout était désorganisé en France. On faisait avec ce qu'on avait. Mais on est loin de là. Quand vous regardez les événements sur les Champs-Élysées, ce qui s'est passé il y a une dizaine de jours, est-ce que vous vous dites, là, on est sous une forme d'émeute, d'insurrection, de guerre civile, ou à l'inverse, ce ne sont que des magasins et des vitrines brisées, il n'y a pas de blessés sérieux, il n'y a pas de morts, ni d'un côté ni de l'autre, et que tout ça, on est loin de la guerre civile? Alors pour l'instant, on n'est pas en guerre civile. Mais cette affaire est gérée de telle façon qu'on peut très bien y arriver. Écoutez, je reprends ce que je disais au début. La révolte des Gilets jaunes, c'est une révolte de l'homme contre sa mise en esclavage, contre sa chosification. Et c'est parfaitement sain. Tant qu'on n'aura pas compris cela,
tant qu'on n'aura pas adopté un nouveau logiciel politique, pour parler moderne, un nouveau logiciel, c'est-à-dire mettre la politique au service de l'être humain, et non pas se servir de l'être humain pour l'argent ou pour d'autres choses. Quand on n'a pas mis la politique au service de la France et des Français, de toute la France et de tous les Français, il ne faut pas en laisser un sur le côté, pas un seul. Tant qu'on n'aura pas fait ça, eh bien, les Français ne seront pas bien. Eh bien, on continuera. Et si on ne fait pas ça, je crois que de toute façon, on peut avoir quelques rustines, quelques retards. Par exemple, on change de gouvernement. Mais si on ne change pas de façon de faire de la politique, eh bien, un jour ou l'autre, ça éclatera. Parce que l'être humain, il sait intimement qu'il n'est pas une chose, qu'il est bien plus grand que cela. Il sait intimement, sans pouvoir parfois l'exprimer, qu'il est plus grand que l'univers. Alors c'est vrai que vous participez à la réalisation des cahiers de revendications dans le grand débat national, dans les questions que se posent aussi les Gilets jaunes, avec toute une série de propositions que vous faites depuis plusieurs semaines, plusieurs mois. Quelle est pour vous la réponse politique prioritaire à cette crise sans précédent? C'est-à-dire que si vous aviez une première mesure à prendre, quelle mesure prendriez-vous? Bien, ce que je viens de vous dire, voyez-vous, il faut avoir... notre projet, il est prêt. Il faut bien sûr le finaliser, l'améliorer, il est toujours à améliorer, mais il est prêt. Tout remettre au service de l'être humain. Et d'ailleurs, pour cela, nous avons élaboré, pendant la campagne présidentielle, une grande charte de France. La grande charte de France. Et qui permettrait, avec un conseil adéquat, de tout réétudier tous les fonctionnements, toutes les lois, tous les traités, tout, réétudier tout en fonction de cette grande charte de France pour tout remettre au service de la France et des Français. Bien. À partir de là, si vous voulez, c'est ça qu'il faut faire, et tout remettre au service de l'homme. Mais c'est un énorme projet. Alors si vous voulez me parler de mesures ponctuelles à faire aujourd'hui, moi personnellement, si j'étais à la place de M. Macron, si j'étais à la place de Macron, non, j'y serais pas. Je n'y suis pas, parce que moi j'aime la France. Parmi les revendications avancées par les Gilets jaunes, par exemple, il y a le référendum d'initiative citoyenne, le RIC. Alors, je me suis dit, à la fois, quand vous avez été candidat à la présidentielle, les gens qui vous soutenaient, c'était parce qu'il y avait cette notion de l'homme providentiel qui avait la compétence et la connaissance. Est-ce que ça correspond bien au RIC, c'est-à-dire un rôle de chaque citoyen qui imposera finalement aux politiques son point de vue? Mais vous êtes pour la libération des libertés, comme vous le dites. Donc, oui, c'est ça. Et dans l'un de ces livres que vous avez ici, je préconisais l'institution du RIP, populaire ou le citoyen, pour certaines circonstances. Donc je suis favorable au référendum d'initiative citoyenne, mais il faut le manier avec beaucoup de prudence, parce que c'est quelque chose de très dangereux. J'ai entendu des gens dire « le RIC sans condition sur tout le sujet ». Là, on va exploser. La France va exploser. N'oublions quand même pas que nous sommes Gaulois. Bien. Donc oui, pour le RIC, pour certaines circonstances, mais surtout, il faut le prendre dans une acception plus large. Si vous voulez, en fait, ce qu'il faut, c'est faire en sorte que les Français, chaque Français, se réapproprie la politique. Que chaque Français, entendu au sens noble du terme, je ne veux pas parler des gamineries dans une cour d'école dont on est témoin en permanence. C'est pas ça la politique. Se réapproprie la politique et participe à son niveau à la politique. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, derrière le RIC, il y a l'application aussi large que possible dans le domaine des décisions du principe de subsidiarité. Il faut que toutes les décisions soient prises au plus près possible de la personne intéressée. Toutes les décisions que moi je peux prendre, il est inadmissible que quelqu'un d'autre les prenne pour moi. Et toutes les décisions qui peuvent être prises au niveau de la famille, eh bien personne d'autre ne doit s'en occuper, etc. Donc c'est ça, ce qu'on peut appeler, si vous voulez, l'esprit RIC, en fait. Donc moi je suis favorable au RIC sous certaines conditions, bien précises, et je ne veux pas parler de nombre de signatures, etc. Non, mais d'abord qu'il respecte la Grande Charte de France, qui devrait assurer un processus de recivilisation, un processus de reconstruction de l'unité nationale qui a été complètement détruite depuis 50 ans. J'ai l'âge suffisant pour voir ça avec le recul. Si vous voulez, c'est ahurissant de ce que nous avons régressé en matière de cohésion nationale, d'unité nationale. Donc il faut la refaire. Donc respecter l'unité nationale, donc la Grande Charte de France, et conforter cette unité nationale plutôt que de l'abîmer, et puis ensuite s'adapter à des projets importants.
Le RIC pour destituer le chef de l'État ou un maire, oui. Le RIC pour des babioles, non. Par contre, il y a d'autres choses à faire. En plus du RIC. On peut très bien adapter, à la forme française, des pétitions. Ça existe dans certains pays. À partir d'un seuil, mettons 10 000, peu importe, hein, eh bien, l'administration serait obligée de prendre en compte la pétition et d'y répondre. Pas avec simplement « oui, on a bien pris en compte, ça suffit ». Non, d'y répondre réellement. On peut aussi imaginer de mettre dans chaque département un bureau d'études, attaché par exemple au Conseil général, un bureau d'études auquel tous les citoyens du département peuvent s'adresser et qui, dans ces études, doit prendre l'avis des citoyens. Si vous voulez, là, on créerait une dynamique d'implication de chaque citoyen dans la vie politique du pays. Donc ça va au-delà du RIC, tout cela. Le RIC, c'est bon, sous certaines conditions. Rebâtir la France, cela reste, on le voit, votre projet. Comment allez-vous vous engager plus dans ce chantier que l'on sait gigantesque? Ma question, c'est finalement les prochains mois pour le général Tauzin. Le prochain mois pour le général Tauzin, pour rebâtir la France. Alors, tout dépend maintenant, voulez-vous, des scénarios. Moi, je vois deux grands scénarios possibles. Le premier, les choses s'apaisent. Je vous dirai tout de suite que j'y crois de moins en moins. J'y crois de moins en moins. Le deuxième, malheureusement de plus en plus probable, la situation s'envenime. Si la situation s'envenime, il y a encore là grosso modo, deux possibilités. Le gouvernement actuel, M. Macron en tête, prenne enfin en considération le fait qu'ils ont mal géré cette affaire et décident de partir. Donc on se lance dans un nouveau processus électoral. J'y serai. Ou bien ils s'entêtent. Et alors là, on risque le pire. On risque le pire. Là, oui, on risque la guerre civile. Parce que si on continue de taper sur le peuple et pas sur les black box, il y a quelque chose qui ne va pas. Hein. Il y a quelque chose, on va au pire. Donc là, je crains le pire. Et on peut ça peut déboucher sur une guerre civile, on peut même être, je l'ai évoqué ici aussi, on peut même être obligé de faire appel à une force de maintien de la paix de l'ONU, mais vous imaginez ça en France? J'ai participé à 3 forces de maintien de la paix de l'ONU, j'imagine pas ça dans mon pays. Vous imaginez en France des soldats turcs, ghanéens, etc., dans nos rues pour maintenir la paix entre nous Français? Voilà. Hein. Donc, ce que moi je privilégie, si vous voulez, ce pourquoi je me battrai, c'est un changement dans la paix, dans la tranquillité. Il faut qu'on arrive à faire ça. Le reste est beaucoup trop grave pour nous-mêmes, pour nos enfants et pour l'humanité, parce que la semaine dernière, dans nos rues, il y avait des Italiens, des Allemands, des Belges, des Polonais, etc., qui venaient aider les Black Blocs en particulier. Enfin, ils attendent quoi? Mais que ça pète en France pour que ça pète ailleurs. Donc, pour le général Tauzin, dans les semaines qui viennent, il y a la préparation de cette éventuelle campagne présidentielle, hein, avec, je pense qu'il va falloir penser réellement à un gouvernement de transition. Un gouvernement avec beaucoup de pouvoir pendant peu de temps, et un programme, un projet validé par le peuple. Un gouvernement de transition entre ce que nous vivons aujourd'hui, qui est fondé sur le mépris de la personne humaine, sur le refus d'aimer le peuple de France, qui mérite d'être aimé. Et on ne peut pas commander un régiment sans aimer ses hommes. On ne peut pas gouverner un pays sans aimer ses hommes. Ce n'est pas possible. Hein, voilà. Entre ce régime qui méprise la personne humaine et puis un autre système dans lequel la personne humaine soit centrale. Il y a une transition à faire. On ne peut pas tout faire en un seul jour. C'est bien beau de le dire. Ma toute dernière question, elle est simple. J'ai suivi votre campagne présidentielle, j'ai lu vos ouvrages, nous vous avons reçus et écoutés. Jamais j'avais entendu dans votre bouche l'idée que la France puisse un jour
disparaître. Je vous ai entendu dire ça dans une vidéo assez récente, en disant oui, je pense qu'aujourd'hui, la France peut disparaître. Oui, je pense que la France aujourd'hui peut disparaître. Ça me fait pleurer. Pourquoi ? Encore une fois, j'ai bientôt 69 ans, donc un certain recul. Et quand je compare avec la France de mon enfance, c'est pas encore le jour et la nuit, mais presque. Dans mon enfance, on pouvait parler, à côté de chez moi, en campagne, je pouvais parler même de Voltaire, vous vous rendez compte ? Hein, vous pouvez parler philosophie avec un agriculteur du coin. Ma mère, qui n'a fait que 4 ans d'école, elle vit toujours, écrit parfaitement. Aujourd'hui, vous avez des enfants de 20 ans pour qui Napoléon est un joueur de foot. Vous avez des énarques et des polytechniciens qui ne savent pas écrire français. Aujourd'hui, on ne connaît plus l'histoire de France. La France, le peuple de France d'aujourd'hui est un peuple déraciné. Et on fait tout ce qu'il faut pour le déraciner. En plus, on veut l'inclure dans un magma mondial sous des prétextes économiques, en réalité pour favoriser le pouvoir de quelques-uns, le fondre là-dedans, mais c'est pas possible ça. On ne fond pas une nation, elle vit d'elle-même, de même qu'on n'a pas le droit de fondre une personne. Il faut la respecter, l'aimer telle qu'elle est, et l'aider à s'épanouir. Eh bien, on a fait exactement le contraire. Et ça, M. Macron n'est pas responsable. Il n'a que 40 ans. Il a hérité de tout cela. Les responsables, ce sont tous les chefs d'État et tous les gouvernements, depuis Giscard d'Estaing, et j'ai presque honte d'avoir participé à l'élection de Giscard d'Estaing en 1974, vous vous rendez compte un petit peu ? Ils ont tous travaillé contre la France, ces gens-là. Je dis bien tous. Tous. Voilà. Et pourquoi ? Parce qu'ils sont tous englués dans ce que De Gaulle appelait le système désastreux des partis. Et le système désastreux des partis, qui court tout au long de notre histoire, sous diverses appellations, bien entendu, a toujours mené la France au bord de l'abîme, ou bien dans l'abîme. Et bien aujourd'hui, on est là. Aujourd'hui, on est là. Rebâtir la France, merci Didier Tauzin. Rebâtirlafrance.fr, c'est votre site dans lequel on retrouve bien évidemment votre projet. Merci d'être venu sur TV Liberté. Merci de m'avoir invité.